3, 2. Bonjour tout le monde, merci d'être présent avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Guillaume Rougiras, je suis le responsable du microprogramme de premier cycle en jeu indépendant donc à l'UQAT à Montréal. Avant de vous présenter donc les merveilleuses personnes qui sont en ma compagnie, laissez-moi vous introduire peut-être rapidement ce qu'est le microprogramme. En gros, c'est un programme qui vise à permettre donc à des gens d'accéder à ce rêve que peut être d'accéder au marché du développement de jeux indépendants. C'est un court programme qui se donne sur la durée d'un été, donc d'où l'idée du micro-programme. Donc un 12 crédits divisé sur 5 cours qui se donnent les soirs et la fin de semaine à temps plein ou à temps partiel, donc généralement dans les sessions d'été. Mais plutôt que vous endormir donc avec toute la poutine de ce que c'est le microprogramme, j'aimerais beaucoup plus intervenir avec mes amis ici présents. Donc, on a le plaisir d'avoir Alexis Galland-Vigneault, qui est un ancien du microprogramme, qui maintenant est le PDG de Chasing Rat Games. On a Christopher Chansey, qui est un ancien étudiant rencontré à l'Université de Montréal, qui est aussi évidemment chargé de cours chez nous et intervenant dans le microprogramme, PDG de Manavoid Entertainment, right? C'est bien ça. Et finalement, on a Pascal Nataf, autre membre fondateur de ce microprogramme, mais qui est aussi PDG chez Affordance. Et aussi, donc, évidemment, gère tout l'asile pour le développement de jeux indépendants à Montréal. Je vous invite à aller voir leurs trucs en ligne, évidemment. Donc, sans plus attendre, je commencerai peut-être tout simplement par une question relativement simple qui va viser plus particulièrement Pascal et Chris sur celle-là. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi, donc à l'époque, parce que maintenant, l'origine du programme remonte à 2018, donc ça fait déjà 4 ans, bientôt 5. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à vouloir vous impliquer dans la création de ce programme-là, mais aussi maintenant dans son enseignement depuis 5 ans? Je laisserai Pascal prendre la question, en fait, parce que c'est vraiment lui un peu le géniteur de l'idée entrepreneuriale qu'on a cofondée ensemble avec l'Indie Asylum. Puis ça s'inscrivait dans une continuité pour nous. Fait que je vais laisser Pascal y aller. Yes, ben merci Chris. En fait, la genèse du micro-programme vient vraiment du temps qu'on a passé à la guilde. Je pense que c'est important. Là, il manque des 3 mousquetaires là, qui n'est pas ici avec nous, mais Louis-Félix Cochon a été super important aussi dans la création du micro-programme. Louis-Félix a été président de la guilde pendant plusieurs années. Puis moi, j'ai été dès le début, d'abord trésorier, ensuite vice-président. Puis dans toutes mes années à la guilde, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même 2 ou 3 éléments qui nuisaient vraiment au développement de l'écosystème entrepreneurial de jeux vidéo indépendants au Québec. On sait, au Québec, on a un des écosystèmes les plus dynamiques pour le jeu vidéo au monde. On voit encore là, chaque semaine des nouveaux studios qui ouvrent à Montréal, des grands studios internationaux qui viennent s'établir ici parce qu'il y a beaucoup de talent. Les universités ont des programmes uniques au monde. On sait les Québécois sont créatifs. On est bien placé aussi entre l'Europe puis les États-Unis. On est francophone, anglophone. Montréal est comme multiculturel. Il y a un grand pôle à Québec aussi. Fait qu'on a plein de choses qui sont vraiment positives puis qui fait que notre industrie continue à se développer d'année en année. Puis c'est vraiment un vecteur de croissance pour le Québec au complet. Mais dans le jeu indépendant, on voyait qu'il y avait beaucoup de freins qui empêchaient les studios à se développer. Puis on en a identifié 3. Un, c'était l'absence de capitaux privés. Il y a beaucoup d'argent dans le jeu vidéo au Québec quand on regarde les crédits d'impôt qui sont généreux. Il y a plusieurs programmes pour les startups. Au Canada, il y a le Fonds des médias du Canada, il y a des crédits RSCDE. Donc, tout ça, ça fonctionne bien, mais on n'a pas beaucoup de financement privé. Les personnes d'affaires, les hommes et les femmes d'affaires qui ont réussi dans le jeu vidéo n'ont pas le réflexe de réinvestir dans d'autres studios. Puis on voit dans d'autres écosystèmes entrepreneuriaux, que ce soit à la Silicon Valley, à Londres, que ce soit Tel Aviv, il y a ce réflexe-là qu'on n'a pas ici, mais qu'il y a ailleurs. Puis l'autre chose aussi, on s'est rendu compte que les gens, ils viennent dans le jeu vidéo par passion. Ils viennent parce qu'ils ont une idée de jeu en tête, ils viennent parce qu'ils sont des bons créateurs, des bons développeurs, mais ce n'est pas des gens qui viennent nécessairement d'un parcours plus administration des affaires ou HEC.
Donc, souvent, il y a un déficit dans les skills entrepreneuriales. On est très, très, très focusé sur faire des projets de jeu, mais on n'a pas vraiment une idée de tout ce que ça prend autour de faire une business de jeu. Donc, avec du financement privé puis avec ces skills-là, le troisième point, c'est tout ce qui touche à la mise en marché puis le marketing. Puis si on est capable de développer ça au Québec, bien, je pense qu'on a tout pour devenir vraiment le premier hub, là, la mecque des développeurs de jeux vidéo au monde. Puis ça nous positionne pour les 100 ou 200 ou 300 prochaines années parce que c'est la dernière chose que je vais dire. Là. J'ai tendance à trop parler, mais tu sais, vraiment, le jeu vidéo, c'est une opportunité incroyable pour le Québec dans la mesure où c'est un produit culturel qui est complet puis qui est complexe, puis ça nous permet vraiment de rayonner sur le monde. C'est un produit dans lequel il y a de la culture, il y a de la musique, il y a du dessin, il y a des effets spéciaux, il y a de la programmation aussi, il y a un côté très technique, il y a de l'art technique, il y a des effets spéciaux, il y a de l'intelligence artificielle. De développer tous ces skills-là, c'est bon pour notre industrie, mais c'est des skills qui peuvent percoler dans plein d'autres industries puis créer énormément d'innovation. Puis on sait qu'au Québec, on est riche en ressources naturelles, mais vraiment, les ressources dans lesquelles il faut le plus investir, c'est dans les cerveaux. Fait que c'est pour ça qu'on a créé le microprogramme. On s'est dit, c'est un des morceaux sur lesquels il faut vraiment capitaliser si on veut avoir de la croissance dans le futur. Merci pour la réponse. Et un peu dans cette optique-là, donc évidemment, tu as beaucoup mentionné l'entrepreneuriat, mais justement, quel type de profil, en fait, de personnes est-ce que tu penses que le microprogramme vise surtout ou à qui est-ce que ça s'adresse? Donc, autrement dit, est-ce que c'est vraiment pour devenir PDG de son entreprise ou est-ce que c'est un programme qui pourrait être intéressant, par exemple, pour mieux comprendre finalement le marché du jeu indépendant, mieux comprendre l'écosystème, en fait, que tu as mentionné il y a un instant? Je pense que c'est les deux, honnêtement. Je pense que si on a une curiosité puis on veut savoir comment ça se passe derrière le rideau, fonder un studio de jeux vidéo, puis comment ça marche le jeu vidéo indépendant, c'est un programme parfait pour ça. Mais si tu veux tirer le maximum de notre jus en tant que professeur, à moi puis Pascal, ça fait 10 ans qu'on est en entrepreneuriat, qu'on a fondé nos studios, on a eu un certain succès, on a vécu énormément d'échecs aussi. Avec toutes ces cicatrices-là que nous, on a accumulées à travers les années, on a comme la chance d'être capable de le donner à une nouvelle génération pour pas qu'ils aient les mêmes. Ils vont certainement en avoir, mais ça ne sera pas les mêmes. Fait que, c'est sûr que pour les gens qui sont plus entrepreneurs, qui veulent partir de leur studio, partir de notre programme, ça fait que tu pars avec quand même un step-up sur plusieurs autres personnes qui vont devoir tout défricher tout seul de leur côté. Là. Dans notre cohorte, il y avait autant du monde comme nous autres qui étaient prêts à partir ou qui avaient déjà commencé, du monde qui était là pour savoir s'il y avait un intérêt pour de vrai puis se préparer pour l'année prochaine, puis du monde qui était vraiment là par curiosité en se disant je sais pas la vie va m'amener où, puis je vais être outillé pour ça si jamais c'est quoi qui m'intéresse ou juste le sujet est intéressant. Mais autant que c'est adapté pour tout le monde, ça paraît quand même que le main focus c'est vous allez sortir de ce cours-là avec un plan d'affaires, avec un plan d'action, puis vous allez commencer votre route de financement parce que là, on vous donne les outils pour vous mettre à l'action. J'ai envie de vous faire reculer un peu dans le temps. Donc, Pascal a mentionné qu'il y a plusieurs années, donc au moment de fonder sa propre entreprise, il y avait peut-être des manquements ou des choses qui n'existaient pas. Si tu avais à te replonger à cette époque-là et dire, si j'avais pu suivre le microprogramme donc à l'UQAT à cette époque-là, donc dans sa forme actuelle, c'est quoi les principales erreurs que j'aurais peut-être pas commises finalement, tant au niveau de la gestion d'entreprise, des opportunités de financement, compréhension de ton propre rôle en tant que PDG au sein de ton entreprise. Qu'est-ce que tu penses que finalement d'avoir pu t'écouter dans le futur t'aurait permis d'éviter comme erreur? Puis je lance évidemment la question à tous jusqu'à un certain point. Yes, la réalité, c'est que nous, quand on a lancé notre studio avec Kim Berthiaume, puis on avait David Duguay avec nous au début, on avait vraiment 50$ en poche, puis pas de réseau de contact ici. David vient de cette île. Moi, mes parents sont étrangers, fait que je suis comme deuxième génération. Kim, un peu la même chose, fait qu'on n'a pas de réseau de contact naturel. Puis on s'est inscrit dans plein de cours. On a suivi des cours avec PME Montréal, puis on a suivi des cours avec le SAGE à l'époque, qui est les entrepreneurs Québec maintenant, je pense. Puis il n'y avait rien spécifique pour le jeu vidéo. Fait qu'on a appris des choses, mais il y a beaucoup de choses qu'on a ratées puis qu'on a comme appris à la dure. Puis une des choses que nous, on donne, je pense, qui m'aurait moins aidé à l'époque. Puis souvent, c'est pas dans ces cours-là parce que c'est pas des entrepreneurs nécessairement qui donnent les cours. Donc, c'est des gens qui ont la connaissance, par exemple, dans la gestion des affaires, mais qui n'ont jamais eu des entreprises. Je pense que moi, dans notre cas, par exemple, peut-être une chose qui aurait aidé, c'est
les conflits qu'il y a eu entre les entrepreneurs tôt. Avec David Duguay, par exemple, qui est encore aujourd'hui un de mes meilleurs amis, on a eu beaucoup de difficultés à travailler ensemble parce qu'on n'était pas alignés. Moi, j'étais comme clair dans ma vision de la business, c'était on devait scaler puis on devait la grossir pour arriver à un certain point. Puis lui, ben, sa vision, c'était on doit rester tout petit, puis rester indie. Puis... Fait que juste ça, ben, sans avoir eu la maturité de mettre des mots là-dessus, puis de vraiment comme clarifier ben, pourquoi on est en train de créer une entreprise, c'est quoi la vision de chacun, c'est quoi la mission de chacun. Ça a pris des années pour Affordance de vraiment bien comprendre puis clarifier c'était quoi la vision puis la mission d'affaires. On savait qu'on voulait faire des jeux à impact sociaux, mais on n'avait pas les bons mots nécessairement. Puis je pense que ben, le micro-programme vraiment te prend par la main pour passer à travers toutes ces étapes-là de vraiment le plus général pour t'amener au plus spécifique. Et après, une fois que tu comprends ben, généralement, c'est quoi ta vision, puis c'est quoi que tu veux faire dans la vie, puis comment tu vas avoir un impact sur le monde, ben, après, ça devient plus clair de comment on déconstruit ça en morceaux, puis comment est-ce qu'on va le financer, qui souvent, on a l'impression que c'est les premières choses, mais au bout du compte, c'est assez mécanique. J'ai pas eu le même parcours que Pascal quand j'ai fondé mon entreprise. Pascal a pris vraiment une route très entrepreneuriale. C'était lui le directeur général depuis le départ. Comme il a fait son parcours de financement, il a fait ses cours de gestion. Moi, je suis allé d'un parcours beaucoup plus producteur de jeux vidéo. Donc, on a fondé notre première propriété intellectuelle, on a réussi des Kickstarter. Je me suis penché beaucoup plus sur la production puis le marketing de jeux, alors que Pascal s'est penché beaucoup plus sur le côté, comme financement puis tout. Puis moi, quand je regarde le micro-programme aujourd'hui, ben, comme moi, je suis capable d'apporter mes connaissances justement en marketing puis dans l'industrie. Pascal est capable d'apporter tout un bagage de connaissances, par exemple, que moi, j'aurais jamais eu si c'était pas pour avoir discuté avec les collègues autour, parce que Pascal, lui, ben, les parcours de financement, il connaissait, il sait quel projet fonctionne avec qui, comme aujourd'hui, je sais ces choses-là aussi, mais comme le parcours que nous, on l'a vécu à la dure, comme Pascal l'a dit, puis on savait pas tout. Alors que là, dans un endroit, tu aurais la chance de comme un peu voir tout le schéma mental que tu as besoin d'avoir pour être capable d'avoir la réussite. Fait que c'est sûr qu'on a mangé des coups au fur et à mesure qu'on avançait parce qu'on n'avait juste pas toute l'information. Puis là, ben, Lucas a colligé toute l'information à un endroit, donc c'est super digeste pour n'importe qui passe par là pour leur réussite. Là. Cool, merci. Dans notre cas, on est plus dans le 3 ans, moins que dans le 10, là, fait qu'on est peut-être un peu moins vétéran à ce niveau-là, mais ce qu'on a appris, puis je pense que ça va pouvoir parler à n'importe qui ou du moins la majorité des personnes qui considèrent le micro-programme ou le indie en général, c'est qu'on est arrivé là avec une mentalité dont on fait un projet, notre projet est prometteur, on va builder autour de ça, puis pas nécessairement une mission d'entreprise, puis pas voir faire un studio comme une mission d'entrepreneuriat, vraiment plus comme un moyen de faire un projet. Puis à partir du moment où j'ai eu un mindset qui a changé grâce au micro-programme, puis surtout Pascal qui amène beaucoup cette vision-là entrepreneuriale, de voir que je suis le dirigeant d'une entreprise maintenant, il y a des opportunités qui s'offrent à nous autres, il y a les personnes que tu rencontres veulent dire quelque chose, tu n'as pas besoin de t'isoler dans un sous-sol à Longueuil puis faire ton jeu tout seul sans parler à personne à cause que ce qui te drive là-dedans, c'est ton projet créatif plus que l'entrepreneuriat. Puis à partir du moment où j'ai eu ce switch-là qui est ouvert, ça a vraiment changé beaucoup de choses. La manière dont j'approche l'expérience puis la manière que l'entreprise s'est shapée. Le succès qu'ils ont, là, fait que ça marche. D'ailleurs, ça me donne envie de rebondir directement sur quelque chose que tu viens de dire. Tu sais, pour aider un peu à positionner les attentes des personnes qui nous écoutent présentement, selon toi, mais aussi les autres peuvent intervenir, c'est quoi la plus grande distinction entre devenir entrepreneur, donc PDG de sa propre entreprise, et ou seulement travailler, donc comme employé dans une compagnie de jeux vidéo indépendante? Je pense que le bout la plus grosse distinction, c'est que tu es le dernier filet pour attraper les affaires. Fait que tous les trucs que tu penses pas, juste parce que c'est géré par quelqu'un d'autre en arrière de toi quand tu es un travailleur, là, tu le pognes avec toi. C'est comme, OK, ben, qui va gérer cette crise-là, qui va monter l'offre d'emploi, qui va remplir ses taxes, contacter des comptables. Il y a tellement un réseau de tâches ou comme un tableau que tu vois pas nécessairement quand tu es un développeur et que tu n'es pas un entrepreneur nécessairement, que des fois, tu peux facilement faire le saut. Tu sais, j'ai pris le chapeau de l'administration parce que ça faisait partie de comment on s'est séparé les tâches avec mes collègues. Puis en me disant, ben c'est correct, je vais faire du game design, puis à côté, je vais faire l'administration. Puis rapidement, c'était, hey, je vais faire toute l'administration, je vais être consultant en design, puis j'aimerais ça avoir quelqu'un pour m'aider avec l'administration. Fait qu'il y a quand même un shift sur l'arrière du décor, sur comment ça fonctionne, qu'il y a certaines personnes qui pourraient peut-être sous-estimer.
Ouais, c'est 100% la charge mentale, là. Puis quand tu es un entrepreneur aussi, comme tu peux pas réussir en faisant un 35 heures semaine, peu importe ce que les gens disent, c'est impossible. Il faut tellement que tu mettes d'énergie pour que les choses fonctionnent. C'est une différence majeure, comme d'être capable de se réveiller un lundi matin puis de pas avoir à réfléchir à quoi que ce soit pendant la fin de semaine, aller travailler, faire tes heures, puis après ça, genre, dès que la job est finie, tu retournes chez toi puis t'as pas besoin de réfléchir à autre chose. C'est un luxe quand même, genre, comme, on peut penser des fois, genre, je suis un travailleur, j'aime pas ça, etc., mais comme, il y a des avantages très clairs à être juste un travailleur. Ça peut avoir de l'air très sexy, être entrepreneur, mais c'est énormément d'heures, puis c'est beaucoup, beaucoup de jobs ingrates à faire, là. Fait que je dirais que c'est ça. En contrevers, en revers de ça, par exemple, ben, tout aussi le côté, le fun d'être un entrepreneur. Donc, tu crées une mission, une vision d'une entreprise qui te tient à cœur, tu as des valeurs propres, puis tu essaies d'inculquer ces valeurs-là aux gens dans ton organisation, tu essaies de faire de belles grandes choses, évidemment, puis d'avoir du succès. Puis s'il y a un certain succès qui arrive dans the line, c'est sûr que financièrement, ça peut être. Le upside est beaucoup plus gros en termes de revenus si tu es un entrepreneur que ben, si tu sais ça va être quoi ton salaire quand tu es un employé. Fait qu'il y a de la gestion de risque là-dedans, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent là-dedans, la différence est large. Là. Ouais, pour rebondir un peu sur ce que Chris disait, oui, j'ai l'impression que je l'ai peut-être mis comme si c'est une grosse charge mentale aussi, mais il y a du fun aussi, puis autant que c'est moi qui fait ma comptabilité avec, avec une comptable puis qui fait ma tenue de livre, ben c'est aussi moi qui s'en va en voyage à faire, rencontrer des publishers, puis c'est un aspect aussi, puis d'aller dans des parties de dev, tout ça, pour représenter l'entreprise. Fait il y a l'envers de la médaille qui est très, très positif, puis c'est une aventure, mais dans cette aventure-là, il y a aussi le work un peu plus, le travail un peu plus ingrat en arrière. Là. Ils ont pas mal tout dit. Là. Il y a vraiment ce côté-là d'être la dernière ligne de défense, un peu au bouclier, parce qu'au bout du compte, le but, c'est de protéger un peu tout le monde pour que l'équipe soit capable de faire ce qu'elle a besoin de faire, d'éteindre les feux, d'aller chercher l'argent quand on a besoin de le faire, de s'assurer que tout le monde soit confortable. On est vraiment. Il y a beaucoup, quand on parle avec les aspirants dirigeants qui viennent dans le micro-programme, il y a beaucoup cette idée-là de liberté créative, de pouvoir faire ses idées, mais la réalité d'être un PDG, c'est surtout d'être au service des autres, parce qu'on finit par être au service de ses employés pour qu'ils soient comme confortables, puis même, on ne les voit même pas comme des employés, mais comme des partenaires, tous les partenaires financiers, autant le banquier, les publishers, toutes les autres entreprises, puis je pense que ce qui est vraiment difficile dans le roller coaster émotionnel, c'est beaucoup l'aspect de solitude, parce que ben, quand ça va bien, c'est cool, puis tu es sur un high, puis tout le monde est sur un high, mais quand ça va mal, tu peux pas vraiment trop dire à tout le monde ça va mal. Quand le bateau est en train de couler, tu peux pas aller en paniquant sur le pont et dire le bateau coule, genre qu'est-ce qu'on fait, parce que sinon tu démoralises, puis tu démobilises tout le monde. Fait que, il y a ce côté-là aussi de tout le temps devoir être résilient, prendre les coups, même quand ça va mal, continuer à avancer, être la personne qui pousse les autres, puis des fois, tu aurais juste besoin que quelqu'un te supporte. Puis je pense qu'un des avantages du micro-programme, puis un des avantages de l'asile qu'on a formé de fonder l'Asylum, c'est aussi d'avoir ce réseau-là. Puis la guilde, c'était l'idée aussi au début, c'est que c'est quand même difficile, puis de pouvoir se supporter les uns les autres, de pouvoir parler de sa réalité avec d'autres PDG, ben je pense, quelque chose de super important. Comme Louis-Félix Cochon le dirait, on n'encourage personne à rentrer dans l'industrie du jeu vidéo comme entrepreneur, mais si vous êtes pour le faire, ben on va être là pour vous supporter et vous aider. C'est peut-être la bonne façon de l'amener, effectivement. J'en profite pour faire une petite parenthèse parce que je pense que j'ai oublié de le mentionner au début, mais s'il y a des personnes qui nous écoutent présentement, qui ont envie de nous poser des questions, pas besoin d'attendre la fin de la présentation. Là, je vais essayer de garder un œil vigilant sur le chat. Ça va rendre la présentation un petit peu plus interactive. Sinon, j'espère que ma prochaine question n'aura pas l'air trop guidée, suivant ce qui vient d'être dit, parce que ça risque de se connecter bien. Du moins, il y a un filon que je sens venir, mais selon vous, donc, en fonction de ce que vous venez de dire, mais du reste aussi, c'est peut-être quoi, donc, les plus grandes contributions du micro-programme dans la préparation des jeunes entrepreneurs et entrepreneurs de demain? Ce serait facile de pointer Alexis en ce moment parce que c'est sûr que le succès de Chasing Rats nous fait tous chaud au cœur. Mais je dirais que ça m'a frappé l'autre jour. J'ai été réélu sur le board de la Guilde du jeu vidéo du Québec. Donc, puis en réélection, ben, ça passe par une assemblée générale annuelle.
puis je regardais c'était qui les membres votants qui s'étaient présentés à l'Assemblée générale annuelle, puis il y avait une cinquantaine, soixantaine de personnes, quand même un bon turnout. Puis je regarde dans les 60 studios qui sont là, puis dans la liste, je suis capable de pointer une douzaine de studios qui sont issus du microprogramme. Puis j'étais très fier de voir que il y avait plein de studios qui étaient là, qui étaient engagés, donc qui participaient, qui étaient là pour faire du développement des affaires, jaser avec les autres devs, puis participer activement à leur devoir de grands frères corporatifs avec la guilde. Donc, moi, je trouvais ça spécial de voir ça. On a créé plusieurs entreprises qui ont donc maintenant aujourd'hui plusieurs employés, puis on a contribué quelque chose de significatif, je pense, en termes d'emploi déjà, genre pour le Québec. Puis en plus, après ça, quand on regarde des succès comme Chasing Rats, puis l'argent qu'ils sont capables d'aller chercher, les deals qu'ils sont en train de signer, c'est sûr que ça aussi, c'est beau à voir que en très peu de temps, en fait, le turnaround entre le micro-programme et un studio à succès, ça se fait, ça se réalise, puis ça veut dire que c'est possible pour n'importe qui a ce rêve-là de suivre le programme, puis après ça, de suivre ce succès-là. Parce que comme tu en parles, je peux en fait les donner, les stats là, au passage. Le microprogramme depuis 2018, donc c'est une vingtaine d'étudiants qui maintenant ont fondé leur propre entreprise, donc 13 entreprises pour être précises, qui ont, donc plusieurs ont réussi à obtenir du financement de différentes manières, incluant donc 5 subventions du FNC, un Epic Mega Grant, des Kickstarter qui ont été réussis, mais c'est surtout pour l'instant 4 jeux qui ont été produits et distribués, mais aussi 10 jeux qui sont en cours de production, donc c'est quand même intéressant. Mais bref, je vous laisse poursuivre sur cette contribution du microprogramme aux futurs entrepreneurs. Pas trop, parce que je pense que je vais me répéter un peu sur des trucs que j'ai déjà dit, mais moi, ça va vraiment été le changement de mindset, l'approche que j'avais sur mon rôle dans l'entreprise, mais aussi de voir au-delà du projet de jeu qu'on est en train de faire. C'est ce projet-là, mais c'est quoi le prochain? C'est quoi, genre, si je dois décrire le concept d'un elevator pitch, là, de faire une ride d'ascenseur pour pitcher ton jeu à un investisseur, ben, de le faire pour une entreprise, le faire pour le jeu que je suis en train de faire. Le prochain jeu que je ne sais même pas c'est quoi encore pour que ça ait une ligne directrice avec le projet à long terme, puis c'est quoi les prochaines étapes, puis essayer de voir un move, à la place d'y aller au jour le jour, puis être très, très réactif, essayer de se dire, OK, mais notre but, c'est que dans 3 ans, on va être capable d'être rendu là, qu'on a expand à tel. C'est juste clarifier un peu c'est quoi la vision qu'on a. C'était ça qui était le plus impactful. Puis après ça, ben, un coup qu'on a eu cette vision-là, on avait un plan d'action. On a commencé à voir le jeu vidéo comme de l'entrepreneuriat, fait que j'allais chercher des subventions qui étaient plus pour les PME et tout ça, puis que j'avais pas Oui, j'avais commencé à regarder, mais je savais pas comment les approcher puis tout, puis ça a été vraiment comme tous les outils que j'avais besoin pour commencer ce plan-là. Tout a été dit. Moi, en ce moment, je pense que le timing pour lancer un studio de jeux vidéo au Québec est excellent. Il y a beaucoup de momentum. Puis ça m'arrive là, à peu près à chaque semaine ou à chaque 2 semaines d'avoir ou des étudiants qui sortent de l'école ou des anciens de grands studios, d'Ubi ou ailleurs, qui se lancent puis qui savent faire des jeux, mais souvent qui sous-estiment toute la complexité de ce que ça veut dire faire un studio au-delà d'avoir une bonne idée de jeu. Puis tu sais, c'est important de bien partir quand même. Les 2-3 premières années d'un studio sont très difficiles, mais c'est possible d'accélérer, d'éviter certaines erreurs, de mettre une bonne base en place pour faire que par la suite, tout se passe mieux. Puis vraiment d'avoir en tête ce qu'Alexis vient de dire, tu sais, faire un studio de jeux vidéo, ça ne veut pas dire de faire un jeu, ça va vouloir dire de faire des jeux. Fait que de déjà penser à c'est quoi la suite. Puis une des barrières importantes à l'entrée dans notre industrie, c'est vraiment important de s'en rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, avec les engins de jeu, Unreal, Unity, tout le monde peut faire des jeux. Je veux dire, des adolescents peuvent faire des jeux dans le sous-sol de leurs parents. La difficulté, vraiment, c'est de survivre à ton premier jeu. Même si c'est un échec d'en financer un deuxième, c'est de garder l'équipe. Tous les publishers, quand ils regardent est-ce qu'une équipe est proven, est-ce qu'elle a été capable de shipper un jeu, c'est quoi la qualité du jeu qu'elle a mis en marché. Fait que je pense que le microprogramme te prépare aussi à ça, te prépare vraiment à dire, il faut que tu penses aussi à la suite des choses, il faut que tu aies tes plans B déjà prêts. Puis il faut que tu penses au-delà de ta première idée de jeu. Puis si toi, tu n'es pas la bonne personne pour ça, parce que ça se peut que tu es vraiment le directeur créatif ou que tu sois la personne comme qui est plus drivée par la prod, mais c'est vraiment crucial d'aller trouver des partenaires d'affaires qui, eux, sont prêts à penser à ça, parce que s'il n'y a pas de ça dans ton studio, ça ne va pas marcher. Là. C'est sûr que vous allez échouer. Super, merci. Considérable à quel point ça change un coup de shipper ton premier jeu. C'est tout change autant à l'interne sur comment est-ce que tu as une expérience maintenant de l'avoir fait, mais aussi
quand tu parles avec un investisseur ou avec n'importe qui regarde ton studio, maintenant, tu es quelqu'un. Avant, tu es quelqu'un qui a une faveur à demander. Maintenant, tu es un potentiel partenaire d'affaires. L'approche est complètement différente. Ben, pendant qu'on est dans le vif du sujet, ma prochaine question était justement pour Alexis. Est-ce que tu peux, parce que moi, bon, c'est sûr, j'ouvre peut-être un peu trop les voûtes du passé, mais je me rappelle d'Alexis avec ses collègues Rémi et Denis, qui sont les fondateurs de Chasing Rats, en train de travailler dans notre espèce de local étudiant, bibliothèque pendant l'été, parce que pour remettre en contexte, Alexis et ses collègues ont aussi fait un baccalauréat en création de jeux vidéo chez nous. Mais donc, entre leur deuxième et leur troisième année, ils commençaient déjà à travailler sur leurs jeux et tout. Puis maintenant, on le voit, donc premier jeu qui a été publié avec Struggling, Kickstarter réussi pour le prochain qui s'en vient, mais pour aider les gens qui nous regardent à mieux comprendre en fait comment ça se passe, est-ce que tu es capable de tirer finalement une espèce de fil entre ces deux points-là, donc le toi à l'intérieur de la bibliothèque en train de travailler sur votre projet de jeu et le Alexis d'aujourd'hui, donc qui va bientôt en être donc, la production de son deuxième jeu avec son équipe. Autrement dit, est-ce que tu es capable de faire une espèce de schéma de ton parcours professionnel, puis comment est-ce que le microprogramme est venu s'intégrer dedans sans nécessairement dire ce que tu as déjà dit, là, évidemment? Comme je disais, on a commencé, on voyait qu'il y avait un potentiel avec le jeu, puis on se disait qu'on allait finir le jeu no matter what, mais qu'on voulait shipper un jeu. Puis pour être 100% transparent, après quelques semaines ou mois, je pense que ça faisait peut-être un mois ou deux qu'on travaillait dessus, puis quelques bières au Benelux, on a décidé que ce projet-là allait être aussi nous qui s'essayent dans l'indie. Mais à la base, on pensait à une pièce de portfolio pour se trouver une job l'année d'après. On voyait l'été comme une manière de faire un projet personnel, puis c'est là que notre drive est allé. Puis on s'est dit, on n'a rien à perdre. Fait qu'à partir de ce switch-là, on a commencé à voir Chasing Rats Games un peu plus. Mais on s'est quand même isolé un bout. Je me souviens, on est allé voir Chris et Pascal pour leur poser des questions. On parlait avec Louis-Félix aussi pour lui poser une couple de questions. Puis après ça, on s'est full isolé en se disant, on va leur montrer qu'on est capable de le faire. On va leur montrer que notre projet va être cool. Puis on a continué à travailler à l'UQAT jusqu'à temps qu'on se ramasse à travailler dans le sous-sol chez les parents Rémi qui nous ont laissé faire là. Puis là, on a continué à faire nos trucs. Puis j'ai fini par reach out encore un peu, poser des questions à Chris, mais je me souviens que je demandais pas d'aide, je faisais juste poser des questions précises. Puis en Chris m'a juste dit, va faire le micro-programme parce que tu vas répondre toutes ces questions-là, je vais y répondre et même plus. Fait que tant qu'à les déranger dans leur horaire assez chargé, je me suis dit que ça allait valoir la peine que je suive cette formation-là en même temps. Fait que ça faisait 1 an qu'on travaillait sur le jeu. Puis on était un peu l'exception dans ce cas-ci. Il n'y en avait pas beaucoup dans notre corps. Je pense qu'il y avait Frédéric McNamara aussi qui travaillait sur son jeu avant. Mais sinon, la plupart du monde était là avec moi je commence un peu fresh avec une idée, un concept que je veux mettre en pratique. Puis nous autres, c'était on était allé à GDC avec notre argent 3 mois avant, puis là, j'ai besoin d'un plan d'action pour m'aider à me trouver un publisher. Fait que c'était comme rendu à la moitié de la production du premier jeu qu'on a commencé à le faire, mais on était différents des autres à ce niveau-là. On a shippé le jeu 1 an après, fait que Struggling en août 2020. Et après le programme, le micro-programme, on a rejoint le Indie Asylum, puis c'est là que ça a vraiment comme kickstarté notre production pour de vrai. C'est là que ça nous a changé notre mindset aussi, puis on a presque refait le jeu en 13 mois en rentrant avec une nouvelle équipe, en rentrant dans le Indie Asylum. Puis ensuite, là, un coup que Struggling était terminé, mais c'est quoi la prochaine étape? On avait sécurisé un CMF pour un autre projet. On a commencé à travailler sur celui-là. On s'est dit, OK, il y a peut-être... faut qu'on essaie qu'on teste notre market. Donc là, on a décidé d'essayer une autre affaire en parallèle à notre CMF. On a commencé à expérimenter. On est retourné à la table à dessin pour arriver où ce qu'on est aujourd'hui. Puis là, on a notre Kickstarter. On parle avec des investisseurs. Puis ça se passe à date avec Worship. On a commencé à expander l'équipe. Puis tout. Puis ça se passe très bien. C'est vraiment, vraiment inspirant. C'est des beaux défis, mais c'est bien inspirant. Super. Puis peut-être pour finir, en fait, la conversation, parce que on a 40 minutes ensemble, on approche de la demi-heure, puis je voudrais quand même m'assurer, même si les gens semblent gênés présentement, de leur laisser un peu de place pour vous poser des questions.
Mais ça serait quoi maintenant, maintenant qu'on est en 2021, la prochaine session du microprogramme va être en 2022, c'est quoi sa véritable place donc, à l'intérieur de l'écosystème du jeu indépendant à Montréal, mais au Québec? On pourrait peut-être même être prétentieux puis penser à l'international. Puis c'est quoi vos plus grandes sources de fierté par rapport au programme? Je sais qu'au Québec, en tout cas, c'est assez unique dans la mesure où je pense qu'à Dawson, dans un cégep, ils en parlent un petit peu aussi, mais je pense pas que ça aille autant euh, aussi loin que nous, on va dans le micro-programme. Je pense que quand on se compare avec la France, on regarde en France, le jeu vidéo est dans presque aucune université, c'est vraiment juste des écoles privées de jeux vidéo. Le fait que les universités au Québec soient engagées dans des filières de développement de jeux, je pense que c'est comme vraiment quelque chose de positif. Le fait que l'UQAT ouvre la voie dans ce domaine-là, c'est quelque chose de très, très positif. Je pense que maintenant, ce que ça prend, c'est encore comme plus de programmes comme ça, plus d'incubateurs pour permettre à des jeunes d'essayer des idées, de rapidement comme tester leurs idées, voir si ça marche, voir si ça ne marche pas. Puis vraiment, pour nous, en tout cas, la suite des choses, parce que ce côté-là, l'asile d'accélération, incubation, c'est quelque chose c'est notre ADN, c'est ça qu'on fait. Je pense que d'exporter notre modèle à l'international, c'est même quelque chose qui sont les prochaines étapes. Donc ce que l'UQAT fait pour l'instant, c'est vraiment quelque chose d'unique. En tout cas, à ma connaissance, pas mal au Québec puis dans le reste du Canada. Puis je pense qu'on peut vraiment être fiers de ça. Puis j'espère que les dirigeants de l'UQAT vont écouter la vidéo puis vont vouloir même investir encore plus parce que pour l'instant, je veux dire, ça s'est fait, puis je pense qu'il faut vraiment le dire là, grâce à toi, Guillaume, grâce à Danny, grâce à plein de personnes qui ont vraiment mis énormément à Simon, qui ont mis énormément d'énergie là, pour rendre ça possible. Puis, tu sais, c'est fait vraiment. L'UQAT le finance quand même, c'est bon, mais je pense qu'il y a beaucoup plus encore qu'on peut faire là, si on veut rajouter plus de flexibilité dans quand est-ce qu'on donne le cours, comment est-ce qu'on donne le cours. Le carcan là, des 15 semaines pendant l'été n'est pas nécessairement comme l'idéal. Fait on a plein d'idées là si on veut continuer à développer encore plus la filière. Je parlerais peut-être du côté plus international de la chose. Je pense que c'est quand même unique d'avoir un programme qui est donné par des gens qui font des jeux vidéo, qui sont des présidents et directeurs généraux de leur propre studio. Donc, c'est comme un peu for us by us. Là, comme on voulait être le vecteur de changement qu'on aimerait voir dans l'industrie. L'UQAT nous a permis de nous donner la place de le faire. Les résultats sont excellents. Puis je pense pas que c'est réplicable nécessairement ailleurs. Donc c'est unique comme programme quand même. Je pense pas que tu verrais ça n'importe où d'autre en ce moment sur la planète. Fait que c'est spécial ce qu'on a en ce moment. Puis comme tout le monde a dit, là, à date, on a eu des excellents résultats. Puis je pense qu'on a encore plein d'idées sur comment on pourrait itérer sur tout ce qu'on est en train de faire pour encore améliorer davantage. Donc, je suis encouragé pour les cohortes du futur aussi, là, que ça va continuer dans cette ligne-là. Je pense juste, puis je vais laisser Alexis parler, mais tantôt, tu as donné un peu le bilan du micro-programme, 13 entreprises. Il faudrait regarder, mais peut-être une quarantaine ou une cinquantaine de jobs qui ont été créés. Puis, on ne l'a pas dit, mais sur 4 ans, c'est plus que 6,5 millions de dollars qui ont été comme levés à travers différentes. Donc, je pense que c'est un vecteur de création de richesse pour le Québec. Il faudrait voir combien ça a coûté mettre en place, mais au bout du compte, les résultats sont, je pense, éloquents. Point de vue de quelqu'un qui l'a vécu, puis autant pour ma formation à l'UQAT en création de jeux vidéo que le baccalauréat que le micro-programme, j'ai tout le temps vu l'UQAT comme un contexte pour apprendre. Puis le micro-programme a vraiment été l'entrepreneuriat, c'est un peu effrayant, c'est un peu vaste. Faut que tu aies tes propres repères, il faut que tu te retrouves là-dedans, il faut que tu trouves des mentors. Ça donne une façon d'avoir un réseau de mentors, puis ça donne aussi un peu comme si c'était des roues de secours ou des roues d'entraînement pour un vélo, puis que 2 semaines avant de finir le cours et Chris Pascal viennent te couper avec des cutters tes deux roues pour être sûr que tu fasses ton pitch final devant des investisseurs. Mais il y a quand même il y a un aspect un peu plus sécuritaire ou rassurant où ce que tu peux expérimenter puis voir si c'est quelque chose qui t'intéresse pour de vrai, puis c'est quoi cette réalité-là. C'est full pratique pour du monde qui trouve cet aspect-là intimidant.
Oh. Ça arrive au moins une fois pendant la présentation. Mais donc, il y a finalement une question dans le chat. Donc, comment trouver une bonne équipe motivée pour démarrer un projet? Puis, à tout ça, moi, je ferais peut-être même une parenthèse. Est-ce que ça vaut la peine d'arriver en équipe ou est-ce que seul, c'est suffisant? Inversement, est-ce que c'est bien d'avoir une bonne composition d'équipe quand on démarre un projet indépendant? Je tiens à dire que je suis vraiment fier là, que c'est pas moi qui qui était muté. Genre, merci Guillaume. Normalement, ça aurait été moi. Je peux y aller. Nous, comme je disais, l'UQAT a été un contexte, mais les partenaires que j'ai rencontrés ont été dans ce contexte-là. Fait que j'ai travaillé dans le baccalauréat avec mes deux partenaires. On a fait beaucoup de travaux ensemble. Puis c'est ça qui nous a parti à vouloir travailler ensemble parce qu'on avait des compétences qui étaient complémentaires. Donc, tu sais, Denis, on était les trois les game designers, mais Rémi qui était de loin meilleur que moi en programmation. Rémi qui a un côté artistique vraiment intéressant, puis qui est un très bon coup de crayon, puis moi qui aime un peu trop les 5 à 7, ça faisait qu'on allait se retrouver là-dessus. Puis il y a de quoi de vraiment utile à avoir du monde, mais c'est important d'avoir du monde qui sont in sync avec toi. Puis comment les trouver, ben, faut que tu fasses confiance. C'est une relation, c'est un partnership que tu fais avec quelqu'un à long terme de te faire une vision. Fait que ça prend un gut feeling, mais c'est les deux trucs les plus importants, c'est de la confiance puis de s'assurer que cette personne-là amène quelque chose que tu n'es pas capable d'amener toi-même. Ouais, vite, parce que c'est une question que je me fais souvent poser par des gens qui sont seuls. Oui, mais où est-ce que je vais trouver des partenaires? Moi, je suis game de me lancer, mais je suis tout seul, genre, je sais pas. Puis honnêtement, il n'y a pas de réponse facile à ça. Il n'y a pas. Il y a des genres de Tinder entrepreneurial, il y a différents sites, mais ça ne marche pas super bien. La réalité, c'est justement le microprogramme peut être une place pour trouver d'autres équipes ou d'autres personnes motivées. La guilde est une place pour le faire. Le Megamix est une place pour le faire. Fait que, la réalité, c'est si tu es motivé, va dans les événements, parle avec les développeurs, parle avec d'autres personnes, puis au bout du compte, ça va prendre beaucoup de chance. On en a comme pas parlé parce qu'on n'est pas rentré comme en profondeur là, dans ce que ça veut dire lancer une entreprise et tout, mais la chance est un facteur super important. Il y a du travail acharné, puis faire bien les choses. Puis, mais le timing, c'est vraiment souvent 100% là, la clé d'être à la bonne place au bon moment. Mais pour avoir de la chance, il faut être out there. Fait que je pense que le micro-programme, définitivement, même si tu es seul, c'est comme si vous êtes en équipe puis vous avez déjà comme un projet, puis c'est tant mieux, mais si vous êtes tout seul, ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de venir, puis ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver comme votre coup de foudre entrepreneurial là, dans le micro-programme. C'est sûr que, encore une fois, dans l'esprit de vouloir tirer le plus du micro-programme puis de l'expérience que moi et Pascal, on a, si vous arrivez avec une équipe déjà formée, qui a déjà genre une idée claire de où est-ce qu'ils veulent aller, puis qu'il y a une personne qui est prête à prendre le mantle d'être la personne admin dans l'équipe, ben nous, c'est sûr qu'avec ça, on est capable de faire de la magie. C'est ça les ingrédients qu'il faut. Fait que, idéalement, tu as la trinité du jeu vidéo, là, la programmation, le design, puis l'art, que ça, c'est là, parce que sans ça, c'est dur de faire des jeux. Mais il faut quand même qu'il y ait une personne qui décide de prendre l'admin en charge, puis c'est cette personne-là avec qui on va travailler étroitement tout au long de la session pour s'assurer qu'à la fin, elle a tous les ingrédients qu'elle a besoin pour être capable de faire sa recette. Là. Puis je pense que pour trouver du monde du leadership va être quelque chose qui va être vraiment, si tu inspires le monde avec ton idée, avec ton concept, avec ta vision d'entreprise, il y a du monde qui vont être inspirés par ça, puis qui, à force d'aller dans les événements, comme Pascal disait, mais il faut que toi, tu crois à ton projet, puis que tu aies le charisme aussi pour le mettre de l'avant. Parce que si tu n'es pas capable de convaincre du monde à le faire avec toi, tu seras pas capable de convaincre du monde de trouver du financement aussi. Il y a comme un petit aspect là-dedans qui est important. Puis il y avait une autre partie de la question qui était de le faire tout seul. Ça, à mon avis, ça se fait. Là. Il y a eu vraiment plein de personnes qui l'ont fait tout seul puis qui sont excellents et qui ont eu des gros succès. Mais moi, je ne le ferais pas parce que j'imagine pas une semaine de ça. Là. Ça vient avec des pour et des contre, là, mais ça doit être vraiment plus difficile. Comme il y aura juste une minute, je ne sais pas si on aura le temps de répondre en détail à la deuxième question qu'on avait, surtout que, connaissant Pascal, on va ouvrir une solide boîte de Pandore sur celle-là, mais il y a quelqu'un qui dit « Je vais un peu en dehors du thème, mais ce serait quoi pour vous? C'est quoi votre souhait pour le futur de l'industrie du jeu vidéo indépendant au Québec? » Ouais.
En tout cas, pour ma part, en ce moment, selon les palmarès mondiaux, on est à quelque part entre la 5e et la 3e position en termes d'endroits au Québec pour être capable de faire des jeux vidéo. On a plus de développeurs per capita que n'importe où ailleurs au monde. Mais je pense pour vrai que moi, il n'y a rien qui nous empêcherait d'être la première place, sur la scène mondiale. Je pense qu'on pourrait être beaucoup plus proactif dans la manière qu'on présente nos innovations. Puis je pense aussi que l'industrie du jeu vidéo au Québec dans les 25 dernières années a prouvé qu'on est parmi les meilleurs au monde pour faire des jeux. Mais je pense que collectivement, on doit devenir meilleur à vendre des jeux. Puis quand les indépendants ici vont commencer genre tous à bien vendre leurs jeux, je pense que c'est là qu'on va voir une autre vague de croissance dans l'industrie. Ouais, ben, je supporte 100% ce que Chris vient de dire. On a déjà le côté production, il faudrait apprendre le côté vendre, mais notre rêve pour l'industrie, c'est d'avoir des sièges sociaux au Québec, d'avoir des géants québécois dans l'industrie qui vont dicter le futur de l'industrie du jeu vidéo parce qu'il y a une tonne d'innovations qui sont à l'orée là, qui vont être des réalités dans les prochaines années. Les modèles d'affaires sont en train de changer. Puis je pense que si on veut tirer notre épingle du jeu, ça nous prend plus de behavior. On peut être fier d'un studio québécois qui a été construit ici depuis 25 ans, qui a des super bonnes conditions de travail, qui viennent de gagner un prix comme une des meilleures places où travailler au Canada. Fait que ça nous en prend d'autres. Fait que ça va nous prendre plein de petits studios indépendants, agiles, créatifs, mais il va falloir qu'il y en ait qui décident de scaler leur studio puis de prendre leur place dans le concert dans le concert des grandes entreprises internationales, parce que pour l'instant, ben, on a tout, mais tant qu'on n'aura pas nos sièges sociaux ici, ben, ça va être difficile de dicter le futur de l'industrie. Merci. Je vais devoir vous couper là-dessus parce que j'ai l'impression que sinon Pine va le faire pour nous. Et je voulais quand même vous remercier avant de partir. Donc, Christopher, Pascal, Alexis, merci de vous être joints à nous. Je remercie aussi évidemment parce que tu les as mentionnés au passage, mais parce qu'ils sont importants. Danny Godin qui a quand même été au fondement de ce programme-là à l'UQAT, Simon Dard qui l'a porté sur ses épaules pendant un petit bout de temps avant que je prenne le relais aussi. Merci à Nathalie Bogreau qui est toujours là pour nous encadrer aussi. Et merci à vous tous donc d'avoir assisté à ce court panel de 40 minutes aujourd'hui. J'espère qu'on aura répondu à la plupart de vos interrogations, même si vous n'avez pas nécessairement posé les questions vous-même. Et si jamais il y a des gens qui s'intéressent, on va avoir des portes ouvertes le 5 février à l'UQAT. Donc, venez nous en parler de vive voix ce jour-là. Ça va nous faire plaisir de répondre à vos autres questions. Messieurs, bonne fin de journée. Tout le monde, à la prochaine. Au revoir. Merci beaucoup.